Bonjour à tous, Éris conjoint à Chiron, dans le signe belliqueux du bélier. Éris, la discorde, la zizanie. Éris, une déesse inquiétante qui vient nous titiller sur la zone de la guérison. Avec Éris, on va parler de séparation. Alors bien sûr, j'avais connaissance de cette position planétaire. J'ai beaucoup hésité à faire une vidéo sur le sujet et je ne savais pas très bien sous quel angle l'aborder. C'est toujours difficile de parler de la discorde. Alors au départ, je vais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée avec Éris. Il y a quelques années, je faisais partie d'un forum astrologique et une des participantes, nouvellement inscrite, a parlé d'Éris. Bien sûr, vous connaissez ma curiosité, j'ai foncé, tête baissée, parce que ça m'intéressait. Et la personne qui était responsable du forum s'est braquée, peut-être parce qu'on parlait discorde, peut-être parce qu'on parlait clivage, antagonisme, toutes ces valeurs portées par Éris. Et donc, cette jeune femme s'est fait exclure du forum. Elle a monté une page pour exprimer un petit peu ses recherches. Bien entendu, je me suis inscrite par curiosité pure, sans volonté de nuire à quiconque, sur sa page. Et des membres du forum sur lequel j'étais m'ont littéralement pisté. Il y a eu une espèce de violation de mon individualité, de ce que je faisais, de ce que j'écrivais. Même si le pseudo était légèrement différent, j'étais tout à fait reconnaissable. Mon but n'était pas de mentir. Et l'ensemble du premier forum m'a demandé des comptes de la raison pour laquelle je m'étais inscrite sur cette page pour parler d'Éris. À ce moment-là, j'ai commis une erreur parce que je n'avais nullement envie de me justifier. La raison profonde de cette erreur, c'est que je ne supporte pas la délation. Ma grand-mère était résistante et c'est de famille. Une personne commet une erreur, on lui en parle, mais la dénonciation est un des comportements humains que je n'arrive pas à accepter. Et donc me voilà face à une espèce de tribunal confronté au pourquoi j'avais basculé sur l'autre forum sans en informer le premier forum. Étant une femme adulte, je considère que je suis libre de mes choix. Je n'ai jamais porté préjudice au premier forum en ayant des critiques acerbes ou en disant des choses négatives. J'avais simplement fait part de ma surprise où sur un espace astrologique, on ne pouvait pas explorer de nouvelles pistes. Je me suis aperçue depuis que l'astrologie est très traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste. Tout élément nouveau est regardé avec beaucoup de suspicion et une difficulté en général que les astrologues ont à se remettre en question et à évoluer sur des nouvelles pistes. C'est un petit peu moins vrai avec les nouvelles générations, en particulier les astrologues qui ont Pluton en Scorpion et Pluton en Sagittaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait exclure du forum un petit peu comme une malpropre, alors que c'était un forum sur lequel j'amenais beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et beaucoup de partage. Du coup, j'ai gardé une certaine méfiance, Éris, en me disant c'est pas la peine d'amener la zizanie, la discorde, le discrédit, en évoquant cette déesse belliqueuse. Après coup, j'ai cherché à étudier ce qui s'était passé, ce que Éris m'avait raconté. Cette exclusion a été difficile, mais je n'aurais peut-être pas créé cette chaîne YouTube s'il n'y avait pas eu cette exclusion. Je n'aurais peut-être pas mené mes propres recherches s'il n'y avait pas eu ces exclusions. Je n'aurais peut-être pas compris à quel point certaines valeurs humaines sont importantes pour moi, à quel point la liberté de penser, la liberté d'explorer un monde astrologique, loin des poncifs généralement admis, ont créé aussi ma spécificité. Éris, au final, m'aura amené des qualités intrinsèques que je n'avais pas vues de prime abord. Et c'est sous cet angle-là que nous allons maintenant l'aborder. Lorsqu'Éris a été découverte, donc le 5 janvier 2005 à Pasadena, le premier nom attribué était Xena. On a supprimé ce nom pour Éris, et l'une des conséquences de la découverte de Éris a été la rétrogradation de Pluton, qui a perdu son statut de planète pour devenir une planète naine. Éris était plus grosse que Pluton. Et il y a un lien très fort et très intime entre la compréhension plutonienne du monde et les leçons que Éris
viennent nous apporter au niveau astrologique. Ces deux énergies sont liées. Mais Eris va jouer sur un mode encore plus profond, puisque sa révolution solaire est de 557 ans. Autant dire qu'elle vient, dans le thème natal, nous parler de notre fusion avec le collectif. Elle vient nous parler d'une conscience suprahumaine dans laquelle nous sommes invités à prendre place. On voit bien dans le thème de la découverte l'importance de Eris en maison 1, mais dans la proximité au nœud nord, cela vient aussi nous raconter quelque chose. C'est-à-dire que le but de Eris est de nous amener à réfléchir à comment aller vers le nœud nord, qui est d'une certaine manière notre programme d'incarnation. Avec la pleine lune de juin, Eris se trouve en maison 12 avec Chiron. Chiron invite à la réparation. Mais c'est bien ce qu'on va essayer de comprendre, comment la discorde, comment la zizanie, comment la disharmonie est un principe d'évolution. Au départ, la cause profonde du monde, c'est la discorde. Il y a eu une chute biblique, si on regarde bien les textes sacrés, avec une expulsion du jardin d'Éden. Et cette expulsion du jardin d'Éden a permis de faire un choix. Le choix entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Et la discorde, eh bien, c'est ce qui permet l'émergence de la conscience. C'est le principe séparateur. C'est-à-dire, si on regarde l'équilibre du monde actuel, il est basé sur des antagonismes. Ces antagonismes sont nés du changement. Et de tous ces antagonismes, eh bien, la conséquence positive, c'est la montée de la conscience. S'il y a une guerre, un conflit entre deux personnes, un conflit entre deux nations, cela va engendrer des ruptures, des douleurs, des destructions, beaucoup de malheurs. Mais au final, c'est dans notre capacité à faire la paix et à franchir une étape du monde que le bénéfice de Eris va se faire sentir. C'est le plus jamais ça. Jusqu'à ce qu'on oublie. Alors, la discorde va engendrer une tension entre la conscience rationnelle du moi et l'inconscient qui est beaucoup plus intuitif, collectif, archaïque. C'est-à-dire qu'au plus on va passer d'une société individualisée, une société qui a rompu avec la conscience collective, au plus cela va engendrer des tensions. Non seulement à l'extérieur de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. On peut parler de clivage. Clivage entre le masculin, le féminin, le religieux, le laïque, entre l'esprit, la nature, et on va ainsi rentrer dans une forme de discorde existentielle. Prenons les textes bibliques. Au début, Adam et Ève, le paradis, le jardin d'Éden, tout est merveilleux. Mais il n'y a pas la connaissance. Pour accéder à la connaissance, il a fallu une transgression. Il a fallu l'introduction d'une rupture et l'introduction d'une souffrance. C'est ce que Eris vient raconter. Dans le principe de la manifestation, nous allons rencontrer très rapidement, pour qu'il y ait l'émergence de la compréhension, cette rupture. L'enfant, tant qu'il est en fusion avec ses parents, il ne peut pas y avoir individuation. C'est au moment de la crise d'adolescence que la rupture va se faire. Le conflit, on s'oppose à l'entité qui nous élève. Dans cet antagonisme, l'enfant qui devient adulte, dans cet antagonisme, l'enfant va s'opposer. Il va créer un conflit. À un moment donné, quand il aura affirmé sa personnalité, il s'ouvrira à la réconciliation. Qu'est-ce que cette réconciliation va amener? Elle va engendrer une évolution de la part du parent. Soit il est capable d'entendre la personnalité de son enfant, qui est différente de l'idéal qu'il avait projeté sur lui, soit il n'en est pas capable. S'il n'en est pas capable, à ce moment-là, il va y avoir un conflit de génération. Si au contraire, le parent est apte à comprendre que son enfant a grandi, qu'il est une entité divergente, avec une autonomie, une conscience qui lui est propre, et que avec de l'échange, de la compréhension, surtout de l'évolution de sa part, eh bien, il pourra y avoir une réconciliation. Eris, c'est la loi de séparation. Si je n'arrive pas à me séparer de mes parents, je ne peux pas créer ma vie. On retrouve cette
cette idée, notamment chez certains hommes, qui restent très attachés à leur mère. Alors, c'est aussi vrai chez les femmes, mais chez la femme, ça s'illustre un petit peu différemment, parce qu'il y a l'enfant. Et l'enfant va toujours marquer une rupture. Mais c'est le garçon qui n'arrive pas à se séparer de sa mère. Et à ce moment-là, il va avoir beaucoup de mal à créer un couple. Il faudra qu'il tranche sur l'anté pour aller vers l'avenir. Et ce qui permet de trancher, eh bien, c'est l'activation de Eris qui va porter le conflit. Certains conflits sont positifs. Ils sont civilisationnels. Pardon. La paix va naître du conflit. Ça va rabattre les cartes. C'est une évolution positive d'un antagonisme. Thème des Nations Unies, dont le but est l'équilibre. La paix entre les nations, Eris, est opposée au stellium en balance. Ça amène à réfléchir. Pourquoi? Parce que le domicile de Eris serait la balance, les injustices de la vie. La balance va chercher le juste. Eris en balance nous montre que la réalité du monde est basée sur des injustices, principes de réalité. Il y a les idées, il y a l'idéal et il y a une réalité prosaïquement humaine. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est la position de Chiron, qui se trouve en balance et qui aujourd'hui se trouve en bélier, conjoint à Eris. On revient à Eris-Chiron. Dans l'évolution des sociétés, on s'est de plus en plus éloigné de l'esprit de nature. Nos sociétés sont devenues de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques. Ce qui a permis cette évolution en termes de créativité, eh bien, c'est la tension. La tension qui existe entre les polarités opposées de l'existence, la partie de nous-mêmes, archaïque, liée à travers notre être profond naturel, et ce que je suis en tant que personne individualisée, de plus en plus conscience de son individualité. Le problème, c'est que au plus je vais faire monter mon individualité, et au plus je vais m'opposer aux lois de la nature. Je vais prendre un exemple. Une des révolutions du XXe siècle aura été la découverte de la contraception. Ça va permettre aux femmes de maîtriser leur pouvoir de fécondité, leur maternité. Est-ce que je vais engendrer ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je décide du moment où je vais engendrer. Troisième question, est-ce que le but de ma vie, c'est d'engendrer ou pas? Que ce soit bien clair, je suis absolument pas en train de remettre en question le principe de la contraception, qui est une très belle chose, une grande avancée pour les femmes. D'ailleurs, Eris va parler aussi de l'émancipation des femmes, parce que c'est quand on va contre les lois de la nature qu'on peut créer sa propre individualité, sa propre autonomie, indépendance. Eris est assez transgressive. Par contre, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, une baisse de la natalité. Et en ce moment, on entend beaucoup parler des problèmes de vieillissement de population. C'est-à-dire que les choix individuels pris collectivement modifient considérablement le paysage collectif de l'avenir. Et donc, Eris vient aussi me parler de ces nouveaux outils qui peuvent être collectivement dangereux. Je ne parle pas à titre individuel puisque c'est une avancée, mais ça vient poser un problème collectif. Ça vient me parler de ce conflit entre ma nature profonde et ma capacité à m'exprimer à travers elle et une réalité antagoniste. Je reste sur le sujet de la contraception. Une femme qui désire avoir de nombreux enfants et en même temps une profession de leader. Eh bien, s'il n'y a pas un cadre qui permet cela, elle va être amenée à faire un choix. La question du choix, c'est Eris. Est-ce que je privilégie ma carrière ou est-ce que je privilégie une famille nombreuse? Et c'est en ça que Eris ramène de la profondeur par rapport à Pluton. Parce que cette discorde est une tension très polarisée. Vous ne pouvez pas avoir un atome s'il n'y a pas le plus et le moins. Eh bien, cette tension, c'est Eris. C'est l'équilibre cosmique du monde entre deux forces antagonistes, mais nécessaires
à la manifestation. Dan Rudyard, le grand astrologue, avait annoncé qu'on allait trouver une planète au-delà de Pluton. Très intéressant de voir que Dan Rudyard, dans son thème, avait Eris conjoint au nœud nord. Comment je vais pouvoir dépasser les antagonismes? C'est un véritable défi. Actuellement, les découvertes que nous faisons, puisqu'on va essayer de comprendre comment Eris marche. On peut se calquer sur les archétypes, mais les archétypes ne répondent pas totalement aux questions que vient poser Eris. Eris, au départ, c'est la déesse de la discorde. C'est deux événements. On va choisir la déesse la plus belle. Premier point, la pomme de la discorde. Et le deuxième point, c'est le soleil qui inverse sa course. On va en parler dans cette vidéo. Mais au départ, cherchons à savoir un petit peu ce que Eris vient nous raconter sur le plan purement pratique. Eris est apparu en 2005. Ça vient parler des défis technologiques. Ces défis technologiques qui sont en train de violer les lois de la nature. Nous sommes l'espèce la plus intelligente sur Terre. Mais avec le développement des IA, il est possible que très rapidement, nous soyons confrontés à un antagonisme. Eris ne vient pas me parler des bienfaits de l'IA. Elle vient, au contraire, me parler d'une intelligence artificielle qui aura dépassé en intelligence l'humanité. Elle vient me raconter tous les dangers inhérents à ces découvertes. C'est un véritable défi. L'autre question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'une intelligence artificielle créée par l'humain aura pris son envol, comment l'arrêter? Le défi va même au-delà. Que se passera-t-il si elle nous étudie comme un danger pour l'humanité, pour l'équilibre terrestre? On est en train de créer de toutes pièces des robots tueurs. Les défis sont vertigineux si on ne vient pas poser des questions éthiques derrière toutes ces découvertes. On entre là en contradiction avec Eris. Eris vient parler d'antagonisme, de rupture, pays du Nord, pays du Sud, bloc occidental, bloc non aligné. Mais il y a des défis actuellement qui dépassent complètement les clivages, notamment toutes ces recherches technologiques, notamment la conquête de l'espace, notamment la problématique du terrorisme, qui sont des enjeux non seulement mondiaux, supraétatiques, et qui concernent chacun d'entre nous. Si nous restons dans nos antagonismes, dans Eris rayonnante, nous allons complètement passer à côté de Chiron la guérison. Qu'est-ce que Chiron vient me raconter? Je lisais un livre tout à l'heure de Erich Fromm, qui est un sociologue allemand, qui considère que le plus important pour l'humain, c'est le lien, notre capacité à tisser des liens entre nous. C'est un principe naturel. Lorsqu'on tranche le lien, ça a deux conséquences. L'une des conséquences, c'est de faire monter le développement personnel. Je vais chercher non plus le lien avec l'autre, mais le lien avec moi-même. Donc, je vais m'auto-centrer et je vais utiliser une grosse partie de mon énergie pour guérir de mes antagonismes intérieurs. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle avec des stages de méditation, avec cette chaîne notamment, avec tous les outils mis à ma disposition pour comprendre mes fonctionnements internes, pour mieux me connaître, pour utiliser au mieux mes capacités et potentiels. Mais ça a une autre conséquence. La rupture du lien, et on comprend très bien pourquoi certaines organisations, certains lobbyistes favorisent la rupture du lien, que ce soit familial, que ce soit affectif, conjugal. On voit que les personnes sont de plus en plus seules, de plus en plus isolées. L'idée de la famille est battue en brèche. L'idée du couple aussi commence à être battue en brèche. Eh bien, la deuxième conséquence, c'est la consommation à outrance. Je consomme, donc je suis. Eris vient aussi me parler de la superficialité. Quelles sont les conséquences de la superficialité? C'est une des thématiques de Eris. Et donc, peu à peu, sous l'impulsion de la découverte, de la montée de la technicité, de la montée de l'individualisation, eh bien, on a déplacé le pouvoir de la communauté, le pouvoir du groupe, et on l'a remplacé par le pouvoir de l'individu. Sauf que Eris est amorale. Elle se réjouit des massacres, elle se réjouit de la guerre, elle se réjouit du pillage, elle se réjouit du malheur. Eris, c'est aussi l'injustice.
Comment je vais arriver en tant qu'être individuel qui a beaucoup travaillé sur moi à accepter cette incompréhension que le monde est profondément injuste? Et là me revient cette phrase que beaucoup de personnes me disent quand je suis en consultation d'astrologie: je ne comprends pas, j'ai beaucoup travaillé sur moi et ça ne débloque pas. Là, je me retrouve à un conflit avec Eris. Eris, elle est imperméable au sort des humains. Elle va nous éveiller à une montée de la conscience en partenariat avec Pluton. C'est-à-dire que si j'accepte l'idée que quelque chose me dépasse, que je me situe sur les plus hauts niveaux de la conscience, de la spiritualité et de la sagesse, je vais accepter un objectif plus profond que le visible auquel je suis confrontée. Et pour cela, il faut revisiter l'archétype. Alors, les archétypes, l'astrologie humaniste va coller à l'archétype d'une planète en disant la conscience de la planète, ce qu'elle entraîne dans notre thème de naissance, est directement lié à la figure mythologique dont elle porte le nom. C'est important de prendre un petit peu de distance avec cette compréhension archétypale. Si on regarde Uranus, le principe d'individualisation, individualisation contre Saturne, Saturne qui représente le collectif, la loi du père, les tables de la loi, alors que Uranus va porter l'individualisation personnelle. Eh bien, on est beaucoup plus proche de Prométhée que de Uranus. Peut-être que Eris, c'est pareil. Mais c'est intéressant de regarder quand même le mythe, en sachant que peut-être son expression, dans un thème collectif ou individuel, des événements présence, puisse être différente du mythe. Alors, il y a deux mythes. Il y a deux mythes relatifs à Eris. Le premier, elle n'est pas invitée à un mariage et elle va venir se venger, amener la discorde, et elle lance une pomme, la pomme de la discorde, en mettant au défi de trouver la déesse qui est la plus belle. Et c'est Paris qui est chargé de les départager. Alors c'est intéressant parce que c'est un enjeu pour définir la beauté olympique. Et Paris, eh bien, a donné le nom à une ville, qui est la ville lumière, la ville de Paris, qui va accueillir les Jeux olympiques. Et dans cette compréhension même du mythe, on vient me parler des Jeux olympiques qui vont bientôt se dérouler à Paris. Et alors Paris a le choix entre toi, déesse. On est là dans le comble de la superficialité et de l'irréalité. J'ai le choix entre Héra, l'épouse de Zeus, l'épouse de Jupiter, qui vient me parler des supra-états. J'ai le choix entre Athéna, la sagesse, et donc qui vient me parler des intelligences artificielles et du risque de déshumanisation. Elle vient me parler aussi des risques cognitifs par rapport à certaines maladies, dont le Covid, qui ont touché nos cerveaux et nos compétences cognitives, les nouveaux vieillissements du cerveau humain. On sait que le cerveau a vieilli plus vite que ce qu'il n'aurait dû avec ces nouveaux virus. L'explosion aussi des Alzheimer. D'une certaine manière, cette IA vient me parler du contrôle des populations. Et puis la dernière, qui est Aphrodite. Aphrodite qui est la beauté absolue. Aphrodite qui promet à Paris la plus belle des femmes, sauf ce qui n'est pas dit dans le mythe, c'est que cette belle femme n'est pas libre. C'est Hélène de Troie, ce qui va amener la destruction. Et Paris va choisir Hélène, il va choisir Aphrodite, c'est-à-dire nos instincts les plus primaires et les plus hédonistes. Et on a là tout le vertige de la société moderne. Qu'est-ce que je vais être invité à choisir? Il y a un autre niveau du mythe. Il y a une querelle entre Astrée et Thyeste à propos du royaume de Mycène. Jupiter doit les départager. Il se fait assister par Eris et il va renverser les lois de la nature et le soleil va se coucher à l'est. Cette inversion des principes se retrouve déjà dans Pluton, mais Eris permet le renversement du soleil. Il y a donc quelque chose de contre-nature qu'il va violer la loi établie. Et on rentre là, collectivement,
dans ces nouvelles technologies qui viennent violer, entre guillemets, les lois humaines. Le transhumanisme, notamment des créations d'organes synthétiques, des puces dans le cerveau. Tout ça va à l'encontre de ce que nous sommes. Les recherches se font sans aucune compréhension éthique. C'est aussi la capacité à maîtriser des émotions par des substances chimiques, à devenir beaucoup plus dangereux, beaucoup plus belliqueux avec du captagon, à complètement s'anesthésier avec des psychotropes. C'est aussi, j'en ai parlé, le couplage de l'IA et de la guerre. Et dans Iris avec Chiron, on est invité à reposer un regard éthique sur nos avancées technologiques. Dans ce cas, c'est une invitation à nous reconnecter à notre être profond. C'est-à-dire que nous avons développé l'ego, la conscience extrême de soi, mais peut-être contre la loi naturelle. Eris nous a permis une fantastique individualisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette individualisation extrême de nous-mêmes ne va pas nous entraîner dans le gouffre, voire l'autodestruction? Eris a un côté prophétique. Parler de Paris, la ville de Paris, avec les Jeux Olympiques, et on voit bien la corrélation du mythe d'Eris avec les événements en présence. Eris, c'est prophétique. Elle vient me parler de risques d'effondrement, un effondrement systémique, des conflits de territoire. Elle vient me parler aussi du vieillissement des populations, des destructions cognitives. Elle vient aussi me parler, au moment de sa découverte, du terrorisme mondial. La base de Eris, c'est le ressentiment. Ce sont des colères recuites qui, à un moment donné, vont devenir totalement mortifères pour un groupe de population. Et ça va conduire à des phénomènes décapants, d'attaque, de volonté d'éradiquer l'autre, alors que l'origine du conflit remonte à nos ancêtres. Et c'est toute l'histoire du terrorisme mondial, du terrorisme actuel. Eris vient aussi me parler de la mondialisation. Pourquoi la mondialisation? Parce que ça a créé des clivages entre une frange de population de plus en plus riche et le collectif de plus en plus pauvre. Et donc, il y a un ressentiment des peuples qui ne trouvent pas forcément ni leur place, ni leur identité, et cela engendre une perte douloureuse. Et on voit bien comment, en ce moment, les votes des populations basculent vers les extrêmes. Alors, Eris, c'est intéressant, en ce moment, cette conjonction, elle vient aussi me parler des États voyous, des États qui sont en marge de l'ordre international. Pour l'instant, on a assez peu parlé des États voyous, mais dans les temps qui viennent, il est possible qu'ils jouent un rôle accru, un rôle destructeur. En ce moment, Poutine est allé en Corée du Nord. Et il a menacé le bloc occidental en disant « si vous continuez à armer l'Ukraine, je vais armer vos ennemis ». Si on regarde les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les votes contestataires qui sont devenus majoritaires. On ne vote plus pour quelque chose, on vote contre quelque chose. Et l'affirmation du contre, nous sommes complètement dans l'énergie de la discorde, dans l'énergie de Eris. Alors ces enfants sont terrifiants. Ils sont enfermés d'ailleurs dans la boîte de Pandore. C'est un avertissement. Ce que j'ai dit, Eris est prophétique. Mais il y a dans le fond de la boîte de Pandore quelque chose qui a été oublié, c'est l'espoir. Eris vient nous montrer, par ce côté prophétique, par ce côté Chiron, la possibilité de s'extraire de quelque chose d'inéluctable. Eris, c'est la matière sombre. C'est aussi l'antimatière. C'est la partie en moi qui est fracturée, ma partie de séparation, ma partie qui me permet d'évoluer. Un des astéroïdes qui peut permettre d'équilibrer Eris, c'est Harmonia. Il y en a un autre, je suis en train de travailler dessus. Pour l'instant, c'est trop tôt pour publier mes recherches. En Bélier, Eris est dans une énergie brute, première, archétypale. Elle rencontre le centaure blessé qui va lui dire on peut fonctionner autrement. Chiron, c'est la guérison. La guérison se retrouve vierge. Mercure, nous sommes avec un Jupiter
donc qui a demandé l'aide d'Eris en Gémeaux. Il y a possibilité de se parler. Il y a possibilité de se parler au sein même de ces fractures, de ces blessures. On dit toujours que pour sauver le monde, pour guérir le monde, il faut d'abord se guérir soi-même. Eris vient me raconter qu'une partie du désordre actuel vient de la manière dont nous traitons l'autre. C'est un véritable défi. Je sais que le principe d'injustice est un principe évolutif. Est-ce qu'il n'y a que dans l'injustice que je peux évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas dans ma conscience propre un élément qui me permette de faire cohabiter la séparation, le clivage et en même temps la réparation de moi-même? C'est la question que vient poser cette conjonction étroite où mon clivage personnel s'illustre à l'extérieur de moi par un clivage collectif. Dans mon incapacité à voir l'autre dans son humanité, crée les germes des conflits, de tous les conflits humains. Je vais chercher à me réparer pour avoir une meilleure vie. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce qu'il n'y aurait pas une conscience supérieure, puisque Eris, Pluton, Chiron, on est dans des très grands archétypes, et donc peut-être l'idée de me réparer, non pas pour mon profit, mon bénéfice personnel, intime, mais en apportant ma réparation au monde, un petit peu comme un cadeau, une forme de rétribution. On est là dans des conceptions très philosophiques. C'est-à-dire, au lieu de me poser la question de qu'est-ce que la vie peut m'apporter, qu'est-ce que le divin peut m'apporter, en dépit des clivages, des injustices, de mes fractures intérieures, des injustices que je subis, de mes décompensations, de mes déconvenues, j'offre ma propre réparation au monde, peu importe que j'en tire ou pas un bénéfice. C'est un exposé qui va à rebrousse-poil du discours actuel qui survalorise l'individu et son bien-être. Il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. C'est Malraux, c'est Camus. Il y a une douleur inhérente non seulement à l'incarnation, à la conscience, mais aussi à notre propre conscience de notre mortalité. Et Galilée a souffert le martyre par Chiron parce qu'il a été rejeté sur sa croyance radicale Eris, qui est l'héliocentrisme. Il y avait un aspect dans son thème Chiron-Eris. Galilée avait raison. Peu importe la souffrance de Galilée. Qu'est-ce que l'histoire a retenu? L'héliocentrisme. Mais cet héliocentrisme n'a pas encore été intégré au plan de notre psyché humaine. C'est-à-dire que peut-être Eris vient nous raconter que notre thème de naissance, tel que nous le vivons, tel que nous l'exprimons, se situe toujours sur un plan géocentrique. C'est-à-dire, je suis au centre de l'univers. Et Eris me dit non, tu es enfant des étoiles. Tu es un être héliocentrique. C'est ce que vient raconter aussi d'une certaine manière, autrement, Dan Rudyard qui avait Eris au nœud nord. Eris, la jumelle de Pluton. Masaru Emoto, l'importance de l'eau. Eris conjoint lune. Tous les savants qui ont proposé une exploration différente, divergente du monde, Einstein, Soleil, conjoint Eris en Poisson. Alors, comment, dans un monde clivé, être tout et son contraire? Comment arriver à l'incarner? Comment arriver à retisser un lien entre les antagonistes? Comment être en même temps pour un camp et pour un autre, en sachant que les deux camps ne sont que des êtres humains? Eh bien ça, Eris, à ce moment-là, nous invite avec Chiron à monter à un étage supérieur, à un étage plus élevé de la conscience, où nous restons au niveau où nous en sommes, et les fantômes de la boîte de Pandore vont se déverser sur le monde, que ce soit le réchauffement climatique, avec des phénomènes météorologiques de plus en plus puissants, du terrorisme, des outils de destruction massive avec des armes redoutables, des grands dangers, comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme, ou alors nous arrivons collectivement
à créer un passage qui nous permettra de nous relier tous au sein même de nos antagonismes. C'est un petit peu l'invitation dans cette conjonction qui n'est pas individuelle, elle est collective, que j'ai tenté de trouver une piste de réflexion, Eris, Chiron. Et la planète qui peut venir nous aider, eh bien, c'est Uranus. C'est-à-dire la rébellion profonde contre notre nature même en nous redéfinissant, en redéfinissant notre individualité, notre individuation et à la rendant compatible avec le groupe qui nous entoure, parce que sinon, si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous allons rencontrer le carré à Pluton, qui est un risque de destruction de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu complexe sur Eris. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.